laisser vous présenter, hein, ça sera beaucoup plus simple, en quelques mots, traductrice, correctrice. Alors même si on a peut-être une idée globale de ce que sont ces deux métiers, peut-être que vous pouvez nous en parler, vous, plus précisément, en quelques mots. Ah, micro juste là. Alors être traductrice, c'est passer des heures par jour avec un texte, passer des mois sur le même texte sans s'en imprégner, essayer de restituer au mieux ses nuances, tout ce que l'auteur d'origine a cherché à faire, on cherche à le restituer, alors qu'on ne dispose pas en fait de la même matière. La langue diffère, elle n'a pas la même structure, le vocabulaire n'est pas forcément orienté dans la même perception exacte du monde. On essaie de faire au mieux, effectivement, on est artisan. Et donc oui, c'est mon métier. C'est un métier à plein de temps. Laurent est aussi écrivain et scénariste. Toi, c'est un métier à plein de Oui, temps? pour moi, c'est mon métier. Je suis par ailleurs lectrice pour des maisons d'édition, ce qui pourrait être appelé un métier aussi si c'était rémunéré correctement, ce qui n'est absolument pas le cas. Pour les... Ah, pardon. Ben, on va dialoguer sur le sujet. Mais oui, en tout cas, je suis pas lectrice à plein temps du tout. Pour en tout cas les traductrices et les traducteurs, faire des lectures pour l'édition, c'est vraiment garder le contact avec les éditeurs et avoir l'espoir de se faire proposer des traductions. Alors Laurent parlait tout à l'heure de recherche, inhérente à son métier de traducteur, entre autres. Ça se passe comment, effectivement, pour toi? Il y a aussi beaucoup de recherche, beaucoup de lecture en amont, beaucoup de travail, pas directement d'ailleurs lié à l'œuvre que tu vas traduire, mais peut-être une culture générale plus globale? Alors je pense que oui, c'est important d'avoir une culture générale pour être traducteur, pour percevoir des choses dans l'œuvre que justement on va essayer de restituer. Après, tous les outils, je pense qu'il n'y aura aucun traducteur que vous trouverez qui sera opposé de manière générale à l'informatique, de manière générale à tous les outils dont on peut disposer. On est ravis de les avoir parce que justement notre culture, elle est forcément incomplète, elle est forcément faillible. Donc oui, ce sont beaucoup de recherches. Internet est notre ami. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Je pense que tout le monde est d'accord à ce sujet. Presque, visiblement. Mais Internet, après, voilà, il faut faire le tri. Et l'IA, elle fait pas le tri, a priori. Correctrice, c'est quoi ce métier? Oui, c'est un truc bizarre, c'est fascinant. C'est un métier qui intervient. Alors, donc, je suis correctrice dans l'édition et je précise immédiatement correctrice dans l'édition à compte d'éditeur. Parce que ça, c'est important. Il y a plusieurs types d'édition. Et pour ma part, je travaille avec des éditeurs et j'y tiens parce que dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est forcément un garde-fou d'avoir un éditeur qui va sélectionner le texte plutôt que de travailler sur un texte qu'un client lambda va pouvoir me confier. Vous la faites comment, cette différence d'éditeur? Il y a les éditions. Alors ça, c'est voilà. En général, on connaît très très mal ce qu'on appelle la chaîne du livre. Dans l'édition, il y a l'édition à compte d'éditeur, c'est l'édition traditionnelle, j'allais dire la vraie, c'est pas gentil pour les autres, mais bon, c'est quand même un peu ce que je pense, donc je vais éviter la langue de bois. Il y a l'édition à compte d'auteur, c'est-à-dire que des auteurs vont payer des prestations pour voir leurs livres édités, publiés, imprimés, si je suis vilaine. Et il va y avoir l'auto-édition, qui est une édition pratiquée par un auteur qui va ne pas vouloir passer par le système d'une maison, mais prendre en main toutes les étapes de sa publication. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir?
Auto-édition. Hein. Oui, oui. Ouais. Bah, Parfois, auto-édition, c'est compliqué parce qu'il faut tout faire. Voilà. Donc, publier à compte d'auteur, faut des sous. Publier en auto-publication, en auto-édition, il faut soit les compétences, soit des sous, soit les deux. Voilà. En gros, c'est ça. Mais je reviens donc à mon travail. Moi, je travaille avec des éditeurs, c'est-à-dire que ce sont des éditeurs qui retiennent un texte, travaillent sur le texte éventuellement en amont avec l'auteur, et après vont m'envoyer le texte pour que je le corrige. Alors, corriger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien évidemment faire une correction orthographique, ça tout le monde s'en doute, grammaticale, tout le monde s'en doute aussi, typographique, ça aussi, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est on travaille sur le sens, on travaille sur la syntaxe, on travaille sur les niveaux de langue, on travaille sur la globalité d'un texte. C'est-à-dire que je prends souvent cet exemple-là quand j'en parle. Je dis ça parce que hier, j'ai répondu à quelqu'un qui me posait des questions sur le métier et je lui ai donné cet exemple. Si vous avez un personnage qui sort au chapitre 3 et qui disparaît et qui reviendra au chapitre 8, quand il part, il sort en laissant la porte ouverte. S'il revient au chapitre 8 et qu'on reprend le texte, ben, il ne faut pas qu'il ouvre la porte pour rentrer. Voilà. Ça aussi, c'est notre travail. Donc, ça veut dire que c'est un travail global. On vérifie aussi les sources. Si quelqu'un vous dit qu'on est en train de se promener au bord de la rivière du Schmoll, eh ben, il faut s'assurer que c'est bien une rivière et pas un fleuve, parce que sinon, ça pose un problème. Alors, est-ce que c'est dramatique si effectivement, il y a écrit rivière et que c'est un fleuve? Non, ce n'est pas dramatique, parce qu'il y a 99,80% des gens qui vont absolument ignorer que c'est l'un ou que c'est l'autre. Mais celui qui sait, il fait la différence. Et c'est là après qu'on a un écrit de qualité ou de moindre qualité selon qu'on a été plus ou moins vigilant, précis, etc. Donc mon travail, en fait, c'est de faire partie de ces terroristes dont parlait tout à l'heure Dominique. À juste titre, on n'est pas drôle, quoi. C'est-à-dire que, non, mais je veux dire, on n'est pas drôle. Moi j'ai la réputation d'être assez gentil quand même, donc bon, ça va. Mais, gentil, mais pas drôle. Gentil, mais pas drôle, parce que justement, notre boulot, c'est de corriger tout. Et si je peux me permettre, je vais vous en donner un exemple. Moi, aujourd'hui, alors déjà, je suis ravie de pouvoir parler parce que les correcteurs, on nous oublie tout le temps. Donc, merci de nous avoir invités. Je suis reconnaissante vraiment aux organisatrices d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à nous, et d'avoir pensé à moi. Et alors justement, ça m'amène une réflexion. Quand on m'a sollicité, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, bon, bah, tu vas parler du métier, mais en quoi tu es légitime, toi, pour parler, donner ton avis par rapport à d'autres? Peut-être que tes copains, copines, collègues, ils aimeraient bien dire des choses aussi. Et j'ai donc interrogé mes petits camarades, parce que je voulais savoir ce qu'ils en pensaient de la thématique. Alors je vous coupe une seconde. Ouais. Il y a combien de correcteurs alors en ça, France? j'en sais rien du tout, parce qu'entre des centaines, ceux qui des milliers, se proclament correcteurs et ceux qui le sont, voilà, je n'en sais rien du tout. Je vous mentirais. Dites un chiffre au hasard, c'est Ah pas non, grave. non, non, même pas. Bon, je d'accord. ne dis pas au hasard parce que je ne sais pas. Mais comment? Je pense comme il y a quand même pas mal de milliers d'éditeurs, doit y avoir pas mal de milliers de correcteurs. Voilà. Maintenant, correcteur, c'est pas corriger une dictée. Hein. Donc voilà, c'est un vrai métier. Donc c'est pour ça que je n'ose pas donner de chiffres. J'ai interrogé mes camarades et je leur ai posé la question du jour, à savoir quel est l'impact des intelligences artificielles dans les métiers de l'édition. Vous remarquerez que je sais par cœur. Incroyable. Voilà. Bon, j'ai posé la question à mes camarades, et ben j'ai eu des questions en retour. Et ça, c'est très significatif. C'est lourd, je veux dire, de sens. Le fait de ne pas avoir de réponse à une question, mais uniquement des interrogations. Après, j'ai eu
J'ai posé donc la question sur une page que j'ai, moi, une page professionnelle que j'ai sur Facebook, dans laquelle je parle de mon métier, etc. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai eu des retours, et j'ai eu des retours aussi via un groupe que j'ai constitué il y a quelques années maintenant, qui est un groupe privé de correcteurs. Et j'ai demandé, pareil, à ceux qui sont dans ce groupe, ce qui était. Et là, j'ai obtenu la première réponse de terroristes. C'est qu'on m'a dit, bon, alors il va déjà falloir leur expliquer qu'on ne dit pas impact et impacté. Hein. Et j'étais ravie qu'on me le dise, parce que je me suis dit, je vais pouvoir le dire sans passer pour une vilaine. Oui, c'est pas vous, en fait. L'impact, c'est pas tout ce dont on a parlé. L'impact, c'est une marque visible. C'est une trace qui reste. D'accord ? Aujourd'hui, effectivement, ça a tellement dérivé que même Larousse nous dit qu'on peut effectivement partir du principe que ce n'est plus une faute. Mais par contre, il ne faudra pas le faire à l'écrit. Donc, vous voyez tout de suite déjà les nuances. Hein. Y a des effets, il y a des conséquences. Voilà. Alors, j'ai abordé la question, pour moi, toute seule, puisque j'avais que des questions pour essayer de donner une réponse. J'y ai réfléchi et je me suis dit, voilà. Alors, quel est l'impact des intelligences artificielles ? Ça m'a titillé, ce des intelligences artificielles, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi d'un seul coup on en a des ? Effectivement, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs types, on l'a vu, etc. Donc ça, c'est très bien, c'est justifié, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il n'y a qu'une faute sur deux, ça va. Bon. C'était douteux, mais vu qu'on se laisse aller du côté de l'impact, on peut aller jusqu'aux dents. J'ai trouvé dans le CNRTL pour ceux qui cherchent. Alors voilà, après les outils que nous, on a pour continuer à répondre à votre question, sérieusement, on a au départ ce qu'on a dans la tête. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on y va chacun avec ce dont on est fait et ce dont on est fait en connaissance, mais aussi en personnalité, hein, en façon d'aborder les textes. Et puis on a des outils comme en correction. Alors nous, on a on va dire trois outils absolument indispensables: le dictionnaire, la grammaire, le code orthotypographique. Chacun le sien. Voilà, j'allais vous dire, quand vous parlez d'un dictionnaire, parce qu'il y en a plusieurs, vous avez plusieurs dictionnaires à votre disposition, oui. Vous en avez un précis, particulier Alors, on travaille chacun, il y a autant de traductions que de traducteurs, il y a autant de corrections que de correcteurs. Il faut travailler, moi mon idée au sujet de la correction, c'est qu'il faut travailler déjà avec un outil qui nous sert, c'est le principe de l'outil, c'est qu'il faut que ça serve. C'est-à-dire que si c'est un outil qu'on ne sait pas manier, c'est même pas la peine d'essayer de l'utiliser. Donc il faut l'outil avec lequel on se sent le plus à l'aise. Moi, je travaille beaucoup en dictionnaire avec le Larousse, par exemple. Mais pas toujours, parce qu'en fonction du type de texte que je vais avoir, je vais parfois aller voir ailleurs. Parce que je sais que Larousse va être plus exigeant dans un domaine, que tel autre va être moins exigeant. Et de toute façon, les dicos ne sont pas d'accord non plus. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix. Donc, on va avoir comme ça un dico, une grammaire et un code orthotypographique. Pour le reste, on a Internet, bien évidemment, et on est très content d'avoir Internet. Comme tu le disais, ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, il y a, alors si on va dans le système des outils, tout le monde connaît les correcteurs orthographiques. Bon, les correcteurs orthographiques, enfin, je suis désolée, je vais rigoler, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien pour des textes de base, des gens qui vont avoir des grosses difficultés, etc. Mais quand on commence à parler de métiers, donc des métiers de l'édition, un correcteur orthographique, pour nous, c'est un non-sens. On a des correcteurs qui sont, alors je parle des correcteurs Word et consorts, hein. Après, il y a des correcteurs qui sont des correcteurs plus perfectionnés et qu'on utilise comme Antidote ou Prolexis. Pareil, hein,
on en choisit un. Et puis, bon, de temps en temps, on va voir ailleurs, mais voilà, parce qu'on ne peut pas tout regarder, tout avoir, etc. Moi, j'ai pris Antidote. Je n'utilise pas Antidote pour travailler, parce que c'est même pas la peine. Mais j'ai pris l'habitude quand même, pas au départ, mais au bout de quelques années, de travailler quand même avec Antidote. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon travail, je passe un coup d'Antidote. Ce qui est absolument chronophage. Ce que je ne conseille pas vraiment, mais que je fais malgré tout, pour la simple raison, c'est que quand on est correcteur d'un ouvrage, et on est généralement seul correcteur. Dans certaines maisons assez exceptionnelles, comme parfois celle dont j'ai la chance de faire partie, on va avoir plusieurs correcteurs, mais c'est très rare. Donc on travaille un peu sans filet. On va laisser des choses. Un correcteur, généralement, ne fait pas de fautes, il les laisse. D'accord ? C'est aussi une nuance à garder en tête. C'est-à-dire c'est-à-dire que les fautes, elles sont là. C'est l'auteur qui les a faites. Et donc on les laisse, ça veut dire qu'on non, les mais laisse. je veux dire, on les laisse quand on oublie une faute. Ah. Et le public, lui, le lectorat, il est constitué de tant de personnes en fonction des chiffres de vente de l'ouvrage. Mais nous, on va se retrouver avec autant de correcteurs que de lecteurs du livre, d'accord, qui vont voir des choses. Par expérience, je suis quelqu'un de vraiment, je suis une chieuse, quoi. Et oui. Je travaille vraiment on avait compris, à fond. Ouais, non, mais voilà. Sauf qu'il reste toujours quelque chose. On est absolument imparfait. Ça, c'est un drame, mais c'est comme ça. On est bien obligé de le reconnaître. On est imparfait. Et donc, on va laisser des choses. Et je me suis rendu compte que, bien évidemment, ce que les gens remarquent, ce sont des choses très simples, que le correcteur automatique, un peu amélioré, va repérer. Et si moi, je me suis arrêtée sur des bouts de phrases avant, parfois, je vais pouvoir avoir laissé un truc comme des chaises sans S. Pas parce que j'ai sauté la fin de la phrase, mais parce que je me suis tellement focalisée. Alors ça, c'est vraiment une question de gymnastique intellectuelle qui se fait quand on travaille. Je me suis tellement focalisée sur un truc que je vais en laisser passer un autre bout. Donc, pour être tranquille, je passe ce fameux correcteur avant de renvoyer mes copies. Sauf qu'on y passe énormément de temps parce que le correcteur orthographique pro, que ce soit Prolexis ou que ce soit Antidote, il vous repère tout un tas de choses en dépit du bon sens, quoi. Et donc, on est obligé de faire un tel tri dans tout ce qu'il a remarqué pour arriver à récupérer un S ou deux. Mais bon, à chaque fois, je me dis, bon, c'est bien, ça va éviter un peu de courrier à l'éditeur ou de remarques à l'auteur, et voilà. Alors après, par rapport à ces outils-là, nous, correcteurs, on est à part dans les métiers du livre. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de réfléchir, on est les seuls qui ne produisent en rien. Nous ne sommes pas créateurs. Et donc, on a forcément une position totalement différente de celle de l'éditeur, de celle du traducteur, de celle du graphiste, parce que notre travail, n'étant pas une production, il ne peut pas être produit par l'intelligence artificielle. On va avoir des choses qui vont tourner autour de notre travail, mais notre travail à nous, c'est de pointer dans un texte des éléments, et ça va généralement totalement perturber l'intelligence artificielle, qui ne va plus savoir où elle en est. Je vais m'arrêter peut-être, et puis parce que je vais laisser passer. Enfin, je vais donner la parole. Si on en revient une seconde à la traduction,
vous avez un texte dans une langue étrangère, peu importe la langue, etc. J'imagine, voilà, il y a une première lecture et puis ensuite une traduction. Est-ce qu'à des moments, il y a aussi des interprétations de mots? C'est-à-dire que vous allez devoir chercher quel est le mot qui se rapproche le plus de la langue française, l'expression le plus proche de la langue française, etc. C'est en ça, effectivement, que vous devenez donc des autrices. C'est-à-dire que vous êtes créatrice d'un texte vis-à-vis d'un autre. Alors, Mais je finis. Mais ma question, c'est une fois que ce texte-là il est généré, la correctrice qui passe derrière vous, parce que j'imagine qu'il y a un correcteur ou une correctrice, bien évidemment. toujours. Est-ce que si Une elle-même elle correctrice, change des choses, est-ce qu'il y a, au bout du compte, plusieurs choses qui sont changées et votre texte en est profondément modifié? Alors, c'est possible si la correctrice n'est pas tout à fait à la hauteur, je D'accord. pense. En fait, elle s'efface derrière votre travail, c'est ça? D'accord. En fait, un correcteur, c'est pour ça que je dis, j'aurais dû expliquer ça aussi. Un correcteur, j'ai dit, on ne produit rien. Nous, on est auteur de rien, on est producteur de rien du tout. On est là pour donner une plus-value à un texte, d'accord? Mais on n'est pas auteur. Moi, je dis toujours, je ne suis pas autrice d'un texte. Je n'ai pas écrit le texte en question. Mon travail, c'est de faire remonter à l'auteur, voire à l'éditeur, un certain nombre de remarques sur le texte, de façon à rendre ce texte meilleur que ce qu'il était quand on me l'a envoyé. Maintenant, si l'auteur décide de ne pas tenir compte de mes remarques, c'est son problème, ça n'est pas le mien. Si l'éditeur décide de ne pas tenir compte de mes remarques, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil de calculer si on avait bien pris en compte ce que j'avais dit ou pas. Là où j'attache de l'importance, c'est de dire les choses pour qu'on ne vienne pas me reprocher après de ne pas avoir fait la remarque. Je parlais de des chaises tout à l'heure en disant il n'y aura pas de pluriel, etc. Si je corrige un texte et que l'auteur me dit ah non mais moi j'ai décidé que des chaises, ça va rester chaise, il va rester au singulier. D'ailleurs tous les mots de pluriel du texte qui devraient prendre la marque du pluriel, je veux bien le pluriel au déterminant mais pas le pluriel au substantif. Je vais lui dire d'accord, on y va comme ça. C'est son texte, ça n'est pas le mien. Donc à partir de ce moment-là, même en traduction, si un correcteur fait une proposition, c'est jamais le correcteur qui gagne, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais essayé de gagner, en tout cas. Non, mais d'une manière générale, je trouve que le travail de correction, il va dans le même sens que le nôtre, c'est-à-dire essayer de tirer le texte vers le haut, d'en extraire tout ce qui était possible et qui soit au maximum abouti. Et donc dans les intentions de l'auteur. Et parfois, quand il s'agit de traduction, notamment aussi, selon ce que souhaite l'éditeur. Parce qu'il faut savoir que, comme le disait Laurent Casey tout à l'heure, tous les ouvrages ne se valent pas. Et les éditeurs français qui publient sciemment des livres dont ils savent qu'ils n'ont pas été super bien écrits, ils ont à cœur d'essayer de l'améliorer. Et c'est une tâche qu'ils demandent aux traducteurs. Et forcément, les correcteurs derrière ont du travail aussi dans ce sens-là. Quand on regarde un petit peu l'actualité autour de l'IA dans les médias, etc., c'est un sujet qui est extrêmement traité à tous les niveaux, hein, en bien, en mal, au secours ou génial. Il y a quand même une chose qui ressort de la plupart des articles, c'est qu'il y a vraiment dans nos métiers du livre deux corps de métier qui se disent très inquiets de l'IA. C'est principalement les traductrices et les traducteurs et les illustratrices et les illustrateurs. C'est vraiment les deux corps de métier où systématiquement il y a vraiment une espèce de cri d'alerte en disant oula, mais
Qu'est-ce qui se passe et comment ça va se passer? Alors, est-ce que vous êtes inquiète de l'arrivée de l'IA, enfin, qui est là depuis un moment, on est d'accord, hein? C'est ça, l'IA, elle est là depuis un moment. Donc moi, je vais vous dire, comme Kylian Mbappé avec le changement climatique, je n'en pense rien. Merci, au revoir. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Mbappé? Je ne pense pas avoir son niveau, son niveau ni en foot, ni que mes performances en traduction soient comparables à ses performances sur un terrain de foot. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est pour vous dire un peu que pas seulement qu'on a des œillères, mais que ça ne nous concerne pas vraiment. Mais pourquoi vous dites que ça vous concerne pas en fait? Parce que vous pensez que ça ne sera jamais possible de vous remplacer sur la traduction? Bien sûr que c'est possible, bien sûr qu'il y aura des changements profonds et ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je suis là. Sinon, moi, je suis très bien chez moi à traduire. Voilà, j'ai encore du boulot. Les éditeurs me font suffisamment confiance pour que je puisse manger à ma faim, nourrir mes enfants, etc. Mais effectivement, à terme, il y a des risques. Mais pour moi, les risques, ce ne sont pas à l'heure actuelle que l'IA soit suffisamment performante pour produire des traductions de qualité ou des traductions tout court. Mais le risque, ce serait que des humains pensent qu'elle en est capable et décident de réduire les coûts drastiquement en utilisant l'IA. Ça, c'est clairement au menu, ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens dans l'industrie qui vont se dire à un moment... encore une fois, on nous a parlé de ChatGPT version pro à 30 € par mois. J'imagine que vous n'êtes pas payé 30 € par mois, sinon ça serait un peu compliqué. À un moment, pourquoi est-ce que les éditeurs... On en parlait tout à l'heure de l'exigence, effectivement. Pourquoi est-ce que les éditeurs ne se diraient pas, pour 30 € par mois, je ne vais pas m'embêter je vais vous montrer pourquoi, parce que les résultats à l'heure actuelle sont inutilisables. Après, ceux qui éventuellement veulent les utiliser, ils le peuvent. Alors, je vous fais apparaître quelques extraits de traduction. Alors, je suis désolée, ça ne correspond pas du tout au travail de traducteur qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, à long terme. On passe des mois à s'imprégner d'un texte pour essayer d'en restituer les nuances, la richesse, etc. On va faire très très vite. Et je vous montre des extraits de littérature populaire, déjà parce que c'est ma principale source de revenus, donc, comme on disait, et parce que c'est dans ce domaine-là que les gens vont avoir le plus tendance à nous dire: oui, mais vous pouvez être remplacé facilement quand même, c'est de la littérature qui se lit vite, etc. Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour que les gens puissent se lire vite? Alors, je vais vous montrer à chaque fois à gauche ma traduction qui est éminemment perfectible et la moitié des choses que vous verrez, c'est des extraits qui ne sont même pas encore publiés, pas encore corrigés, etc. Donc, Edith aura son mot à dire et c'est avec grand plaisir. Non, elle ne dit plus rien là maintenant. mais tu peux regarder. Sinon, j'oriente vers toi peut-être plutôt. Ouais. Voilà. Et je vous montre le résultat que donne une IA. Alors, quand j'ai demandé au fameux Shakipet si l'IA pouvait traduire du texte, il m'a répondu d'utiliser DeepL, donc par rapport à Deep Learning, qui est le plus recommandé en me disant que je pouvais obtenir des traductions fiables et de qualité. On se retrouve donc avec Bernadette, c'est donc une vieille dame qui est en train de mourir, qui est à l'hôpital, et la jeune femme que vous voyez sur la couverture avec le chien, c'est celle qui s'occupe de son chien, chien qui va hériter d'un empire. Mais bon, on est au début du livre.
Et donc, on voit que le manteau de cheminée fissurée de Bernadette donc, a une photo de son fils, un bambin avec une petite bosse renfrognée entre des yeux bleus féroces. Et donc, effectivement, fierce blue eyes. Fierce, comme disait Laurent tout à l'heure, la première traduction, oui, la première entrée dans le dictionnaire, ça va être féroce, mais vous ne pouvez pas avoir des yeux féroces quand vous êtes un enfant de 3 ans, je pense pas. et très étrangement, on se retrouve avec donc Dent, qui est traduit par une petite bosse. Et donc c'est la bosse qui est renfrognée parce que ça a été calqué complètement sur l'anglais, ce qui était absolument pas possible, d'où le fait que j'avais réorganisé en disant que c'était le bambin qui était boudeur, donc là vous avez le scowly. Donc voilà, l'idée c'est que les sourcils sont froncés et qu'ils forment un pli entre les yeux, pas qu'il y a une espèce de bosse. On n'est pas dans Star Trek. Alors je poursuis parce que je pense qu'on n'a toujours pas beaucoup de temps. On va prendre le temps. On mangera moins samedi, c'est tout. Mais le truc, c'est qu'après, je voudrais qu'on fasse apparaître sur Word un document, alors directement, voilà, une traduction entre guillemets de l'IA pour voir tout ce qu'il y aurait à modifier dessus. Mais faisons-le. Avec Edith. Mais là, pour l'instant, je vous montre encore quelques exemples, si vous voulez bien. Alors là, donc en dehors du fait que c'est de la romance, comme on dit de nos jours, parce que la langue évolue très vite, en dehors de ce fait-là, on est dans un passage où le héros est coach sportif dans une salle de sport et il est avec l'héroïne qui veut se remettre en forme après sa grossesse. Et donc, on a une scène qui est en fait très technique et où il a fallu vraiment décortiquer, se demander, bon d'accord, plank, d'accord, c'est la planche, elle se met en planche. Qu'est-ce que c'est que ces sliders? On comprend que ça glisse sous le pied, donc on fait des recherches, on découvre qu'il y a plusieurs traductions existantes pour ce terme-là, on détermine laquelle est la plus courante, utilisée par exemple par les Décathlon, etc., par les sportifs qui échangent sur Internet. Et il faut vous dire que dans ces cas-là, même pour un petit détail comme ça, si jamais on se retrouve bloqué, on peut se retrouver à appeler des gens pour essayer de trouver des sources spécialistes, même si ça se fait beaucoup moins maintenant que Internet est quand même beaucoup plus riche qu'avant. Mais ça m'est arrivé d'appeler notamment un club d'équitation à mes débuts pour vérifier des termes. Bref, voilà. Donc là, on se retrouve avec une production de texte où on nous dit « J'ai placé une glissière sous chaque pied ». Donc on suppose que ce sont ses pieds à lui, alors qu'en fait, il s'agit de ses pieds à elle. Les glissières, on n'a aucune idée de ce que c'est, on ne comprend pas. Et il lui demande d'utiliser son tronc pour ramener ses pieds vers elle, alors qu'il s'agit de core, donc les muscles centraux du corps, le périnée, etc. Et en formant un V, effectivement, c'est ce qui est dans la VO, mais si on visualise la scène, en fait, il s'agit de ramener les pieds vers ses mains. Donc, si vous faites du yoga, c'est la posture de chien tête en bas, par exemple. On n'est pas du tout dans un V. Si vous préférez, c'est en as en bas, mais voilà. Donc il y avait beaucoup à remanier et forcément l'intelligence artificielle, comme ça a été dit tout à l'heure, elle ne comprend pas le texte, elle ne peut pas faire cette visualisation, donc c'est à nous de le faire. Et voilà pourquoi on se retrouve comme ça, avec des textes comme ça. Ensuite, elle sortait les mains et recommençait.
je vous laisse imaginer ce que ça veut dire sortir les mains et recommencer. On n'en sait rien en fait. Et alors, pour le coup, est-ce que, c'est une question bête, hein, mais est-ce que ça serait pas plus simple pour vous de générer un texte donc par l'IA et de le corriger? Ça prendrait plus de temps que de le traduire? Alors, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. J'ai fait exprès de la poser, la question. Oui, tout à fait, mais c'est normal. Et de toute façon, il faut, enfin voilà, dans une hypothèse, dans une démarche scientifique, on va dire, c'est la question qu'il faut se poser. Si on a des outils, est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment performants pour qu'on s'en serve? On se sert bien de tout le reste. Et là, ce que je voulais faire, justement, c'est ne pas me mettre dans une position éthique, comme on disait tout à l'heure, mais vous montrer dans la pratique ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle traduction? Moi, je dis traduction entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune traduction qui est faite. Il va y avoir, par-ci par-là, une phrase simple qui va être traduite correctement. J'aurais traduit de la même façon, ou quasiment. Mais finalement, c'est l'exception et non pas la règle. Voilà, petit détail à la fin, son débardeur était remonté, mais en fait, non, il n'est pas remonté vu qu'elle est positionnée vers le bas, donc il a glissé, mais il est descendu en fait. Donc c'est voilà tout ce genre de choses. Alors, là, c'est un petit peu plus écrit un petit peu plus petit, désolé. Hop. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Et toujours pareil, hein, mes traductions, elles sont relues, etc., mais non corrigées. Il n'y a pas eu d'œil extérieur dessus. Le livre n'est pas encore paru. Celui qui va suivre, je ne l'ai même pas en traduction. C'est juste que je me suis dit, ah tiens, je vais leur montrer ça, c'est quand même intéressant. Et là donc, vous avez donc le même couple qui a un petit peu évolué dans sa relation. Et donc, ils ont eu un enfant ensemble, mais ce n'était pas volontaire, etc. Non, il l'avait déjà quand j'ai parlé de remise en forme après la grossesse. C'était une grossesse, mais par un hasard extraordinaire du destin, le héros n'a pas réussi à être au courant. Et il rencontre sa fille qui est âgée déjà de 9 mois. Arrêtez, c'est terrible comme histoire. C'est terrible. Le réalisme du scénario. Mais moi, ce qui m'intéresse, enfin moi, mon boulot, c'est d'aller dans le sens de ce que cherche à faire l'autrice. L'autrice, elle cherche de l'émotion. Elle veut créer des situations à laquelle les lectrices vont réagir et les quelques lecteurs aussi. Voilà, et ce sont des livres qui ont beaucoup de succès. Donc il y a une question de respect des lecteurs. On va pas dire oh bah écoutez, de toute façon, hein, là, vu le nombre d'incohérences qu'elle met d'un chapitre à l'autre, etc. Bah, on va pas se casser la tête. On va faire de l'IA générative, tac tac tac, et hop, on publie ça vite fait. Ben non, je dirais même que c'est l'inverse. Plus le texte laisse à désirer au départ, plus il faut travailler dessus, n'est-ce pas, Edith? Edith. Moi, je ne sais pas, parce que, par exemple, je pensais à un texte pendant que tu parlais, que j'ai corrigé. C'est l'autrice est agrégée de littérature, et donc ça, c'est pas le même. C'est pas le même style. Univers. Et en fait, quand on me dit, l'auteur m'a dit. L'éditeur m'a dit, tu vas voir, il n'y aura pas beaucoup de boulot. Elle est agrégée, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on m'a dit pour ce texte. D'intervention. Non pas parce qu'il y avait des fautes, mais parce que justement, on y va, quoi. Là où on peut se lâcher.
Là, on peut se faire plaisir et on peut rentrer vraiment dans le détail et faire de l'ébénisterie et de l'artisanat, etc. Donc, en fait, à chaque fois, ce qu'il faut, c'est sublimer le texte, quel que soit l'auteur, quel que soit le lecteur à qui c'est adressé. Il n'y a pas, à mon sens, de catégorie de... c'est-à-dire, ça, tu peux le faire vite, ça, tu peux le faire moins vite. Il y a juste un respect du Voilà, c'est ça. Et je ne pense pas que ce soit respecté le travail de l'autrice, ni les lectrices qui vont acheter le livre, et toute la série d'ailleurs, de laisser de faire des phrases de type « J'ai supposé que tu savais que tu n'avais pas pris ma virginité cette nuit-là » et dire ensuite que l'héroïne s'ébroue. Parce qu'en anglais, on a snort. Et snort, effectivement, c'est une formule qu'affectionne beaucoup cette autrice, donc, et qui est très, très, très utilisée. C'est en gros produire des bruits disgracieux par le nez avec une espèce de rire qui va être, selon les cas, ironique, amer. Là, on est plutôt dans l'ironie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a, voilà, tu ne peux pas avoir des femmes qui entrent et sortent de ta maison, bon gré, mal gré. Alors qu'en fait, en anglais, c'est willy-nilly qui a des sens différents, mais... Et donc, et là, c'est le deuxième sens qui a été choisi, entre guillemets, par l'IA, alors qu'en fait, c'est le premier. Donc, ça va être compliqué. Je vais encore réfléchir à comment l'exprimer, d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai mis à tort et à travers. Mais voilà, c'est exactement l'inverse du sens. Alors, je me pose elle dit, tu vas pas avoir des tonnes de femmes qui débarquent. C'est pas bon gré mal gré. Les femmes, elles sont intéressées. C'est un beau héros sculptural qui a toutes les qualités de héros de romance. Je vous assure que c'est pas bon gré mal gré. Et alors, je me pose la question, si par exemple, vous aviez généré un texte, vous, en anglais par exemple, sur IA, et que vous l'aviez fait traduire, vous pensez que vous auriez les mêmes aberrations de traduction ? C'est-à-dire, si l'IA crée son texte et qu'elle le traduit elle-même, est-ce qu'au final, elle va faire les mêmes erreurs ? Enfin, les mêmes... Bonne question. J'imagine qu'il y aura des erreurs parce que même des couples de langues aussi courants que l'anglais, de l'anglais au français, c'est quand même pas voilà. Ouais, parce qu'on peut partir du principe que comme elle utilise les textes qui existent déjà pour générer un texte, pour le traduire, ça devrait être plus simple pour elle. Après, la traduction, ça va être par rapport à des traductions qui existent déjà et auxquelles elle a accès. Donc, elle n'aura pas forcément toutes les qualités requises. Mais oui, ce serait une bonne expérience à faire. Je suis sûre qu'on aurait droit à des pépites dans tous les cas. Voilà, est-ce que j'ai le temps de continuer un petit peu? Ah oui, voilà, il y avait aussi une perle avec 100 Strong, où je vous disais, oui, voilà, elle n'a pas envie qu'il fasse venir des tonnes de filles chez lui, et lui, il lui répond, excusez-moi, ici, il manque un tiret de dialogue. Et elle ne débarque pas exactement par centaines, strong étant un terme militaire à l'origine pour dire, si vous voulez, une armée forte de 100 hommes, là aussi viril et tout, je n'en doute pas, mais qui est passé dans un langage plus courant. Et l'IA a interprété ça comme de la vitesse. Elles ne descendent pas vraiment à 100 à l'heure. Voilà. Donc vous voyez que sur un paragraphe très court quand même, il y aurait un nombre de choses à remanier assez incalculable. Non, mais au final, c'est relativement simple en fait. C'est-à-dire que même un éditeur qui aurait peu d'intérêt pour la traduction
va jamais s'amuser à traduire ça comme ça. Enfin, même si son degré d'exigence n'est pas très important, Voilà. parce que là, il y a des non-sens, il y a des, enfin, c'est quand C'est même, exactement c'est au-delà de quelques fautes ou de quelques interprétations malvenues, quoi. c'est Ça n'a rien à exactement voir. ce que je voulais vous dire. Ah, bah, ça va bien. Pour Alors. moi, pour l'instant, la traduction par IA, ça n'existe pas, donc je ne suis pas concernée. En fait, je crois que le nœud du problème, il est là. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil. Un outil, c'est fait pour aider. Si ça aide, c'est bien. Si ça n'aide pas, on n'a pas à l'utiliser. Et c'est exactement ce que tu viens de montrer. C'est-à-dire que ça n'est pas vraiment un outil. Ça va vous mettre sur une piste, mais ça va vous égarer par ailleurs, quoi. C'est-à-dire que c'est comme... on a un tournevis, c'est un outil. Ça va nous aider à monter un meuble. Mais le meuble, il ne va pas se faire tout seul, même avec le tournevis, quoi. Donc, je crois qu'on est un peu dans la même configuration. Et moi, je vais faire ce que tu as fait, mais juste sur une phrase. Alors, je coupe juste une seconde. Je vais être taquin jusqu'au bout. Si la traduction qui a été générée, si on l'a passée dans ChatGPT en me disant « corrige-moi les fautes ». Bah, ils savent pas faire. Excuse-moi, Edith, juste... Oui, il y a une question aussi. Oui, si, vas-y. Merci. Du coup, juste par curiosité, vous montriez DeepL et on vient de parler de ChatGPT. Est-ce que vous utilisez aussi d'autres intelligences artificielles en termes de traduction? On parlait des prompts tout à l'heure. Là, si je ne me trompe pas, ce que vous avez fait, c'est que vous avez passé en gros le texte dans DeepL et lui, il vous en a fait la traduction. Mais si on parle de prompt et d'instruction à la machine, est-ce que vous avez fait le test, par exemple, avec le même texte, si jamais on utilisait un prompt en lui disant, comme il en était question tout à l'heure, mets-toi à la place d'un traducteur, d'une traductrice, avec le ton, si voilà, on lui donnait plusieurs instructions. Le ton dans un texte, il va être il va y avoir des tonnes de tons dans un texte, des tonnes de voix. Nous, notre rôle, c'est de traduire la voix de chaque personnage. Vous imaginez pas, je peux pas. Enfin, si je dois donner une page d'instruction pour traduire une page, où est l'intérêt? Je préfère traduire, c'est ce que j'aime faire. Mais je remets pas du tout en question mais ce après, que vous venez de je dire, sais mais pas juste du tout par si curiosité, par rapport à l'outil utilisé, puisqu'on parle des intelligences artificielles et des divers outils, et vous disiez que vous utilisiez divers outils, qu'ils soient informatiques ou autres, ça j'en doute pas par rapport au temps, etc. Mais juste, j'étais curieuse par rapport à un mot ou une expression, voilà, si jamais on couplait cette traduction avec un ChatGPT, si on lui donnait la bonne instruction, est-ce que voilà, il arriverait ou pas à attraper ces petites nuances, justement? On pourrait essayer, il faudrait faire le test. Après, moi, j'ai fait des tests par rapport à la correction, mais je pense que ça vaut également en traduction. Je vous conseille d'aller voir. J'avais jamais utilisé ChatGPT avant de venir. J'ai vraiment été fouinée pour ça, pour voir un petit peu où ça en était, parce que dans mon travail, j'étais persuadée que je n'en avais pas besoin. Aujourd'hui, je suis confortée dans ma position, je n'en ai surtout pas besoin. Mais je suis allée voir. Donc, je suis allée voir ChatGPT, ce que moi, en correction, je pouvais en faire. Et après, je me suis dit, mais OK, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Mais notre sujet, moi, la correctrice, c'est des intelligences artificielles. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont susceptibles de nous répondre? Et je suis tombée sur un outil qui est absolument savoureux. Alors là, si vous avez envie d'aller vous amuser, moi, par contre, là, c'est le genre de truc où c'est comme dans le pot de confiture, j'y mets le doigt, j'y mets la main, j'y mets le bras. Ça s'appelle... j'ai mangé le truc quand vous... Oui, ouais. En fait, c'est un site .gouv et on vous fait poser des questions à l'IA et on vous donne 2 réponses. Vous Comparia,
Donc Comparia, vous tapez Comparia et vous allez aller voir ce qui se passe. Et vous posez votre question ou vous donnez le mot que vous voulez voir, etc. On va répondre. Une intelligence artificielle va vous répondre. Une autre intelligence artificielle va vous répondre. Et vous pouvez continuer comme ça à dialoguer un petit peu avec les intelligences artificielles pour les emmener là où vous voulez et voir finalement les réponses qu'elles peuvent vous donner. Et ça, c'est absolument savoureux parce que bon. Alors, mais tout ça, ça ne nous fait pas bosser. C'est-à-dire, non, mais voilà. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Sauf que ce ne sont pas des outils. Vous perdez du temps on à perd comparer, du temps. à utiliser Donc, les outils. on n'a aucun intérêt à avoir ça. Et alors moi, si je reviens en correction par rapport aux outils en question, j'ai pris un seul exemple, ça m'a suffi. Je me suis dit là, j'ai compris, je leur dirai, ils verront par eux-mêmes, etc. J'ai posé une question à ChatGPT. Je me suis dit, bon, bah, puisqu'il faut poser des questions, posons des questions. Je lui ai dit, est-ce qu'on dit « je me suis fait avoir » ou « je me suis fait avoir » ? Bon. Vous avez ou non la réponse parmi vous. On va voir ensemble ce qu'il en est. C'est 8 lignes, hein, donc c'est pour ça que je me permets de pouvoir vous le lire. Donc, ChatGPT me répond et me dit, on dit « je me suis fait avoir au masculin et je me suis fait avoir au féminin ». La distinction repose sur l'accord du participe passé avec le pronom réfléchi « me ». 1. Je me suis fait avoir masculin. Ici, fait s'accorde avec le sujet « je » qui est masculin ou neutre pour un homme, par exemple. 2. Je me suis fait avoir au féminin. Dans ce cas, fait s'accorde avec le sujet « je » qui est féminin. Donc, c'est la forme du sujet qui détermine l'accord du participe passé. Si le sujet est féminin, on utilise l'accord, et s'il est masculin ou neutre, on ne l'utilise pas. C'est vachement bien. Il n'y a aucune source, on ne sait pas ce que c'est, et c'est surtout complètement faux. D'accord ? Parce qu'on ne dira jamais « je me suis fait avoir ». À partir du moment où vous avez le verbe faire suivi d'un infinitif, ce verbe faire va rester invariable. C'est ça la règle. Je le savais. Ouais. C'est ça la règle. Je voulais pas le dire, mais Et donc, moralité, qu'est-ce qui se passe ? Si les gens utilisent ça demain pour corriger, ils vont aller avec un aplomb certain vers des phrases fautives. Est-ce que c'est extrêmement dramatique ? Bah, s'il y a une personne qui le fait, non. Mais si petit à petit, on prend l'habitude de ne faire que ça, eh ben, ça va être comme un pacte. Hein. On va se retrouver à raconter n'importe quoi. Voilà. Et à le dire tout le temps. Et à ne plus savoir quelle est la bonne formule et quelle est la formule inexacte. Sachant Donc, voilà. que déjà, avec Après, tout ce qu'on trouve sur Internet qui est généré justement par de l'IA et qui est généré par de la pseudo-traduction de textes anglais générés par de l'IA, on a déjà droit à des textes assez ineptes. Donc après, la question, c'est est-ce que tout ça, ça a un effet ? Bah oui, ça a un effet. Il n'y a pas d'impact, mais il y a un effet. Non, mais c'est important, parce qu'il n'y a aucun impact pour les correcteurs. Hein. Mais il y a un effet. C'est les questions que je vous disais que j'ai eues en retour. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les correcteurs s'interrogent sur est-ce que les gens vont continuer de faire la différence entre ce que nous disons, nous, qui est appuyé, qui a des sources. Les sources en correction, c'est extrêmement important. On ne va pas aller voir un site collaboratif où c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. D'accord ? La qualité principale d'un correcteur, c'est de douter. C'est pas d'être intelligent, c'est de douter, c'est de tout vérifier, toujours, même ce qu'il sait, et surtout ce qu'il sait. Donc, quand vous vous retrouvez avec des machines qui vous assènent des choses comme ça, qui sont des contre-vérités, ben, ça pose un véritable problème. Oui, mais cela dit, dans une lecture globale et classique, cette règle grammaticale que vous rappelez, je ne suis pas sûr que
on se pose la question quand on lit la phrase, spontanément en la lisant vite, en regardant, il y a effectivement... Oui, mais quand on interroge la machine pour avoir une réponse et qu'on attend une réponse qui soit juste et que la machine vous fournit une réponse... Mais vous parlez d'utilisation. À un moment, cette phrase, elle est effectivement, je sais pas moi, dans un article, un livre, peu importe, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui s'arrêtent en se disant, mais grammaticalement, ça marche pas. Moi, je corrige pas pour les gens qui s'arrêtent, hein. Je corrige pour que le texte il soit bon. C'est-à-dire que si on dit je ne vais pas laisser passer dans un texte, sauf erreur de ma part et manquement de ma part, je ne vais pas laisser passer, je me suis fait avoir. Sauf si on a un personnage qui, à un moment donné, dans un dialogue, s'exprime comme ça et doit commettre des fautes de français, etc. Là, dans ce cas-là, ça rentre en ligne de compte dans ma correction et je vais inclure ces fautes-là ou les laisser passer volontairement. Mais sinon, ça doit être type. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que puisqu'on parlait de degré d'exigence, je ne suis pas sûr que la plupart des gens qui le lisent se disent qu'il y a une faute. On s'en fout. J'entends bien. Moi, je veux pas que le lecteur dise il y a une faute. D'abord parce que souvent, il faut savoir que les lecteurs, ils écrivent beaucoup aux éditeurs par rapport à la correction pour leur dire j'ai vu telle faute. Bon. Alors, ils le font avec plusieurs intentions. D'abord parce qu'ils sont contents d'avoir repéré la faute, et ensuite parce qu'ils en profitent pour expliquer que la correctrice est vraiment une brêle et qu'il faudrait la virer et les prendre à la place. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Moi, je m'entends bien avec les gens avec lesquels je travaille, qui me font remonter les infos et qui me renvoient les courriers ou les mails pour que je vois. On se prend ça en pleine poire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'il y a plein de fois où on nous remonte des fautes qui n'en sont pas. Parce que je me suis fait avoir, si une fille dit ça et qu'un lecteur écrit en disant bah non, c'est une fille qui dit ça, donc ça devrait être féminin parce que voilà, j'ai la règle. Sur le modèle, je me suis faite toute seule, ou là, ce serait au féminin. Moi, j'ai la possibilité de répondre. Mais après, mon but, c'est de faire non pas ce que chaque lecteur va vouloir, mais ce qui va être le plus juste par rapport à l'intention de l'auteur au départ et de l'éditeur. Parce que je travaille pour un éditeur, pas pour l'auteur. D'accord ? Donc, ça, c'est... L'heure tourne. Y a-t-il des questions ? Oui. Bonjour, moi j'ai une question. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, et je l'ai déjà constaté, je m'en doutais déjà un peu avant, mais là je constate d'autant plus qu'effectivement la traduction c'est pas au point, la correction c'est pas au point. L'IA ça va très très vite. On ne sait pas d'ici dans 2 ans, peut-être pas, hein, peut-être que dans 10 ans on sera toujours au même point, mais peut-être que dans 2-3 ans il y aura une percée inexplicable et on y arrivera. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous appréhendez cette possibilité qui est très nébuleuse, hein, parce qu'effectivement, ça peut arriver comme ça peut ne jamais arriver. Mais imaginons, ça arrive, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Comment vous appréhendez cette possibilité ? Ou imaginons qu'on y est. Ouais. Si là on y est, si demain tous les éditeurs pour qui je travaille me disent l'IA est extraordinairement performante en traduction, je vais me retrouver à être correctrice d'IA. Moi, j'ai... Voilà, ce serait l'avenir éventuel dans l'hypothèse d'une IA performante, qu'on fasse passer, que les traducteurs passent derrière des textes générés par l'IA. Moi, je me suis placée dans cette configuration-là aussi, mais sachant que je ne produis rien, je me sens davantage à l'abri que, par exemple, en traduction. Hein. Je pense que la meilleure protection que l'on puisse avoir, les uns comme les autres, éditeurs, graphistes, traducteurs, correcteurs, etc., c'est d'être exigeant envers nous-mêmes dans notre métier. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on continue de donner une plus-value au texte qu'on a dans les mains, au texte qu'on écrit, au texte qu'on publie. D'accord ? Si on ne le fait pas, bien sûr qu'on va se faire rattraper.
D'accord ? Je vous parlais tout à l'heure de ce texte de cette autrice agrégée. L'IA, elle n'aurait jamais relevé autant de trucs que ce que j'ai pu relever. Je sais que le travail que j'ai fait, excusez-moi, mais je vais manquer de modestie, mais tant pis, je sais que j'ai fait un travail formidable sur le bouquin en question. L'autrice était ravie, ravie. L'éditeur aussi, d'accord ? Les lecteurs ne le voient pas, ils n'en savent rien du tout. Mais moi, tant que je suis capable de fournir ce travail-là, je me sens à l'abri. Et je me dis que c'est dans chaque métier, aux professionnels, d'avoir une véritable exigence, de passer du temps, de se poser des questions, comme tu montrais que tu le fais tout à l'heure, etc., pour être au-dessus de la machine qui, elle voit, je me suis fait avoir, fait participe passé, ça s'accorde comme ça, boum, je te balance le truc et je ne m'occupe pas de savoir qu'il y a je ne sais combien d'alinéas qui vont venir amender la règle générale, quoi. Je crois que c'est ça qui nous sauvera. L'artisanat dont parlait Dominique Borne tout à l'heure, et voilà. Il y a peut-être autre chose qui peut vous sauver, en tout cas vous protéger, c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure, des contrats où il est stipulé effectivement que Oui. on demande Ah bah, des choses sûr. en particulier. Bien Alors sûr. après, on ne peut pas parler dans le futur, bien évidemment, mais imaginons, Jonathan, qu'il y ait des contrats qui soient signés aujourd'hui et que, bah, voilà, on parle dans un an, l'IA, elle est hyper forte pour la traduction, etc. Est-ce qu'on pourra revenir sur ces contrats ? Est-ce qu'il y a des éditeurs qui refusent aujourd'hui de mettre ces clauses dans leurs contrats Je suis désolé, je te... Non, mais effectivement, les clauses qu'on avait projetées et qui sont ce qu'on appelait des garde-fous, en réalité, aujourd'hui, c'est un domaine tellement prospectif, on ignore tellement où on va, que les éditeurs sont frileux de les intégrer pour deux raisons. D'abord, potentiellement, à terme, comme tu dis, si jamais l'IA fait des miracles, je pense que ce ne sera pas le cas, ils ne veulent pas forcément s'empêcher de faire ça. Et surtout, ça crée des nouvelles obligations. Et qui dit obligation dit sanction en cas de manquement, donc engagement de responsabilité. Pour autant, le vrai levier qu'on a, c'est par rapport à... c'est pas la relation malheureusement entre le traducteur français et son éditeur français, c'est vraiment la partie faible au contrat, c'est plutôt entre l'ayant droit étranger, que ce soit l'auteur, l'éditeur ou l'agent, et l'éditeur français qui veut introduire en France un texte en français. Et là, la personne à l'étranger est en mesure d'imposer certaines clauses. Donc, c'est l'ambivalence de ce qu'on a projeté. Il y a des garde-fous, mais finalement, pour que ces leviers soient vraiment efficaces, il faut qu'ils viennent de l'extérieur. C'est un peu le paradoxe. Alors, pour les auteurs morts, ouais, c'est qu'une. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi, plus qu'une question. J'ai souvent l'impression, quand on nous dit quel est le risque pour les traducteurs, qu'on doive défendre notre petit précaré, qu'on va perdre notre job, que c'est un drame, alors que la société s'en fout, on est d'accord. Et en fait, il ne faudrait juste pas oublier qu'à mon avis, le risque, c'est de toujours prendre le lecteur pour le Homer Simpson moyen, l'idiot, ne pas le respecter et se dire ça fait sens, hein, on va laisser comme ça. Voilà. C'est Exactement. le principal risque, c'est le nivellement vers le bas. Et ça. Je voudrais signaler justement que pour revenir en arrière, je dois tout effacer. Voilà, des ouvrages de ce type, vous avez énormément de commentaires de lectrices, soit qui ont un blog littéraire, soit qui prennent le temps de laisser des commentaires sur les différents sites où elles ont acheté les bouquins, qui jugent de la qualité de la traduction notamment, et qui parfois félicitent la traductrice, ou qui disent éventuellement il y a des séries justement qui changent de traducteur parce que les traductions ont été trop mauvaises sur un tome 1 et que ça a été signalé 3 fois, 10 fois, 20 fois. Voilà, donc il ne faut pas non plus prendre les gens pour des débilos qui n'aiment que les donuts. Les gens qui aiment lire ont aussi une exigence de qualité, quelles que soient les lectures en question. Juste, il y a une chose qu'on n'a pas abordée et qui pourtant, à mon avis, est quand même centrale aussi dans ce débat, c'est
quelle société on veut aussi. Est-ce qu'on veut une société où finalement on est prêt à se passer des humains, on est prêt à... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de notre temps si tout fonctionne sans nous et mal en plus, enfin, et donne des résultats qui ne sont pas intéressants. Je veux dire, il y a aussi dans cette espèce d'injonction à profiter des possibilités données par l'intelligence artificielle dans tous les domaines, il y a aussi une forme d'injonction à se débarrasser de ce qui nous rend heureux, parce que bon, il y a effectivement des emplois qui ne rendent pas heureux, mais enfin, là, je parle de nos métiers à nous. Ce sont des emplois qui nous font plaisir, qui nous nourrissent intellectuellement. Donc, est-ce qu'on a envie de se débarrasser de ça? Et à une échelle plus large, je veux dire, est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où finalement, on a des créateurs qui se reposent sur la machine ou qui ne créent plus, on n'a plus de traducteurs. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a aussi peut-être à voir les choses avec une vision un tout petit peu plus surplombante et par rapport au modèle de société qu'on veut, la vie qu'on veut en fait. Mais je ne suis pas sûr qu'on vous demande votre avis en fait. Ça risque d'être très, très... Je suis vraiment pas sûr qu'on vous demande votre avis. Ah non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Vous prêchez un convaincu. Non, mais ça, c'est indéniable. Il faut arrêter de penser comme ça. On a des limites sur ce qu'on peut faire, sur ce sur quoi on peut agir. Mais il faut aussi qu'on se pense comme des agents politiques, des agents de notre propre existence. Je veux dire, on n'est pas obligé de subir. C'est bien pour ça que les traducteurs se mobilisent dans un mouvement qui s'appelle En chair et en os, et que les auteurs se mobilisent et que d'autres professions se mobilisent. Moi, je ne suis pas du tout pour le renoncement au nom du progrès technologique. Je pense que c'est une erreur. À l'heure actuelle, voilà, c'est l'hubris humaine, tout simplement, qui prétend. Mais regardez tout ce que l'humain peut faire si l'humain se tend de plus en plus vers la machine et lui fournit tout ce qu'elle peut faire, elle peut être comme lui. Le résultat, je suis désolée, à l'heure actuelle, il n'est absolument pas là. Donc c'est plus du domaine du fantasme et effectivement après voilà de ce qu'on veut, si on veut tout niveler par le bas, si on veut de la fadeur, si on veut aucune originalité, éventuellement oui, une société IA, mais l'humanité va pas être très heureuse, non? Il y avait une question juste derrière peut-être. C'était par rapport à la notion d'exigence du lecteur. Je suis d'accord avec vous que j'ose espérer que l'immense majorité des lecteurs ont un certain niveau d'exigence, mais d'un autre côté, il y a des preuves très tangibles du fait que ce n'est pas pas toujours le cas. Que ce n'est pas toujours le cas, dans la mesure où je ne sais plus exactement comment Amazon classifie ça, mais il y a une section entière de son offre de livres en ligne qui est dédiée à... Les anglophones ont le terme slop pour ça, mais je ne sais pas comment le traduire. Bouillie, de la bouillie fournie par l'IA, qui rentre tout à fait dans le good enough, en tout cas pour ses clients, et qui en sont friands. On voit des clients qui en consomment et en très grande quantité. Ça peut devenir un genre, de toute façon, à part entière. Après, il y a peut-être un cet easy listening, ces engouement, machins, ces trucs faciles à lire, faciles à écouter, faciles. Oui, je dirais même que c'est très dangereux en fait de se contenter en fait de quelque chose qui est de très médiocre dans l'information, dans la consommation de l'information au niveau sociétal et politique. Et nous en sommes là aujourd'hui et c'est vraiment, je reviens complètement, je suis d'accord avec vous. Il faut défendre et être acteur pour ne pas accepter justement cet spectacle qu'on nous propose qui est violente. Et moi, je dirais même politiquement très dangereuse, voire fascisante. Voilà. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que nous nous arrêtons là? Il y a encore une question, Fred. Bonjour. C'est une question assez légère, mais vous êtes les meilleurs pour y répondre, je pense. Vous ne trouvez pas que le... Non, mais la traduction de l'IA en intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est pas une bonne traduction, qu'on devrait parler de logique artificielle. C'est pas on fait la différence entre la vie extraterrestre et une potentielle intelligence extraterrestre, mais là, c'est pas de l'intelligence, c'est de la logique. Il n'y a pas d'intelligence.
alors les Américains ont appelé ça comme ça, mais c'est pas la bonne traduction. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est une question de probabilité. Et il mettait algorithme dans son tableau parce que il est tout à fait conscient que ce qu'on appelle intelligence, Mais c'est trop tard. Ça n'a rien. C'est Voilà, comme ça, c'est l'intelligence. Et c'est de nature trompeuse aussi pour le grand public. C'est artificiel, donc t'imagines. C'est même pas une vraie intelligence. Mais je trouve que c'est important aussi, je trouve, de la nomination. Une dernière question, s'il vous plaît. En fait, la principale évolution des outils comme DeepL par rapport à ce qui existait avant de type Trados, c'est qu'avant, on traduisait des mots et maintenant, DeepL propose des segments de phrases qui sont relativement pertinents, mais tant que l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle fait, en fait, tant qu'elle ne ressent pas la nuance, le ton, la sensibilité, moi, je ne suis pas inquiète. Voilà. C'est peut-être naïf, mais peut-être qu'on y viendra, et peut-être que là, il faudra s'inquiéter. Mais pour l'instant, enfin, voilà, il me semble que ces exemples sont édifiants quand même. Enfin, voilà. J'en ai plein d'autres. J'ai passé un temps fou à sélectionner parce que c'est foisonnant. Oui, les exemples sont édifiants. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des raisons de s'alarmer quand même ou de se poser des questions. Pour la simple raison, c'est qu'il y a déjà des domaines dans lesquels la grande purge a commencé. Moi, je suis aussi traductrice. Et j'ai un ami traducteur avec lequel j'ai travaillé de temps en temps qui, lui, était spécialisé en grande partie dans la traduction de sous-titres, etc. Ces contrats ont baissé de manière spectaculaire parce qu'il est remplacé par l'IA. Et je vais être gentille, je ne vais pas nommer la maison d'édition, mais il y a une grande maison d'édition qui l'embauchait depuis 20 ans. Il travaillait depuis 20... Moi, il ne faut pas me poser de questions, je réponds. En fait, il travaillait pour une collection depuis près de 20 ans et ils viennent de lui arrêter son contrat de traduction pour la collection, non pas parce que la collection s'arrête, mais parce que le travail de traduction sera désormais effectué par la machine et sera après en post-traduction corrigée, quoi. Donc effectivement, il y a du souci à se faire, d'où les questions de mes petits camarades en correction, parce que même si on n'y croit pas, on se dit, si ça commence... En fait, le problème, ce n'est pas tant le problème de l'outil que le problème de l'humain dans les mains duquel on met l'outil en question. Voilà. Et je crois que c'est ça. Nous allons nous arrêter là. Merci à toutes les deux.